Bonjour à toutes et tous, pardon pour la mauvaise liaison, je commence mal. Donc nous continuons notre série de conférences organisée, je rappelle, par la Commission Environnement et Pédagogie, avec la venue aujourd'hui d'une architecte extrêmement intéressante qui s'appelle Salima Nagy, vous l'avez tous compris, au vu des affiches et probablement beaucoup d'entre vous la connaissent. Alors je me suis demandé en invitant ou en pensant à la conférence de Salima Nagy, en repensant aussi à la dernière fois celle de Zinga Boop, peut-être que c'était intéressant de revisiter la vieille question de l'architecture comme attitude face au monde, dans le monde. Qu'est-ce que l'architecte et l'architecture ont à faire face au monde et à ces problèmes qui aujourd'hui sont évidemment nombreux. Et je me suis dit que on avait peut-être affaire là à une figure qui est assez classiquement appelée celle de l'architecte engagé. Et puis, aussitôt formulée, je me suis dit, au fond, qu'est-ce que ça signifie ? Et j'ai repensé à une formule du grand sociologue américain Howard Baker, qui est disparu récemment, qui disait, au fond, qui était vraiment un sociologue de l'action et de l'engagement dans la société, sociologue de l'activité, si vous voulez, et qui remarquait qu'au fond, cette notion d'engagement, je cite, a peu été soumis à une analyse formelle et sert le plus souvent à couvrir un large éventail de significations de sens commun. Bref, c'est une notion qui fait beaucoup d'effets et qui, somme toute, quand on ne la creuse pas plus, reste extrêmement vague. Si bien que c'est intéressant et nécessaire, à mon sens, de définir au cas par cas ce que signifie le concept, en l'occurrence le concept d'engagement, bref, ce qu'engage concrètement le terme engagement. Au plus simple, il me semble qu'il s'agit d'abord de prendre position dans les débats publics et dans la vie publique, et là, Salima Nagy est en première ligne, puisqu'elle prend constamment position. Je citerai un exemple, je ne sais pas si elle va en parler, mais qui est par exemple son engagement direct à la suite du tremblement de terre survenu dans l'Atlas au Maroc en septembre de cette année. Deuxièmement, s'engager, c'est aussi évidemment, au-delà de simplement prendre position orale, c'est aussi agir, et agir selon des valeurs, en incarnant concrètement et pratiquement ces valeurs dans l'action elle-même et sur le terrain, c'est évidemment la dimension active. Et s'engager, c'est aussi, je crois, d'une troisième manière qui est tout à fait importante, c'est s'engager dans ou à l'intérieur d'une histoire. Au fond, s'engager, c'est intervenir, je mets le mot entre guillemets avec un trait d'union entre inter et venir, c'est-à-dire c'est s'insérer dans quelque chose, c'est s'insérer dans le fil d'une histoire dont on a défini à l'intérieur, dont on a défini les grandes lignes. Il y a donc une fonction critique, en l'occurrence, de l'architecte dans cette histoire et dont on a défini les grandes lignes volontairement et en connaissance de cause ici, en l'occurrence, pour Salima Nagy, il s'agit d'un territoire, le Maroc où elle est installée depuis 2008, si je ne me trompe 2002. pas. 2002, excuse-moi, et une tradition, et évidemment aussi tout ça incarné dans un matériau, elle va vous en parler longuement, je pense, qui est celui de la terre comme matériau de construction. Et c'est donc se situer, je crois, s'engager, c'est se situer dans un espace, naturellement, je viens de le dire, mais c'est aussi se situer dans une temporalité qui est bien plus longue que celle de l'action ici et maintenant, puisqu'il s'agit encore une fois de s'insérer dans une tradition, de la considérer et de voir comment la projeter vers le futur. Et puis, s'engager, c'est enfin de manière transitive, cette fois, engager ses compétences et ses connaissances, qui sont ici multiples dans le cas de Salima Nagy. Elle est architecte, elle est aussi anthropologue, elle a été formée en esthétique et en histoire de l'art. Elle a été formée en France, mais comme elle vient de nous le dire, elle est installée au Maroc par choix depuis fort longtemps, et pour servir évidemment les causes que je viens d'évoquer. Mais elle est aussi écrivaine, elle a publié de nombreux livres, de nombreux articles, et vous regarderez sur Internet, vous trouverez ça très aisément, dont une remarquable thèse sur l'importance centrale des greniers collectifs dans la vie marocaine et dans la tradition marocaine, dont les implications en termes de réflexion biorégionale, par exemple, pour nous aujourd'hui, me semble directement opératoire au-delà et bien au-delà de la seule situation marocaine. Et je signale enfin le livre qui s'appelle Architecture du bien commun, qui a été publié, qui est facile à trouver, qui a été publié aux éditions
Métis Press, il y a peu de temps. Vous en trouverez des exemplaires à la bibliothèque, j'ai vérifié. Et ce livre-ci a un grand intérêt qui me semble celui de synthétiser son travail d'une manière extrêmement concise et originale en réunissant les 3 registres qui guident sa démarche. Évidemment, on pourrait multiplier les axes, mais j'en cite au moins 3. Une approche historienne de type postcolonial qui nous aide à comprendre les relations entre l'architecture, les cultures et les événements géopolitiques. Une approche architecturale et anthropologique qui met l'accent sur la centralité de ces greniers collectifs que je viens d'évoquer. Et puis une approche tout à fait concrète et très originale sous la forme d'un journal de chantier qui nous fait saisir concrètement et au jour le jour de quelle manière les différentes facettes de l'engagement se traduisent directement dans l'action, c'est-à-dire dans le monde et face au monde. Je lui laisse la parole. Merci. Merci Luc. Merci. Merci pour cette invitation. Merci aussi de laisser la place à ce type de réflexion, en effet, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire de l'architecture sans réfléchir. Et finalement, vous avez cité tout mon travail en parallèle, des combats, car ce sont des combats. Cette question, j'ai choisi d'ailleurs pour vous, j'ai choisi vraiment de mettre des références, parce que vous êtes en train d'étudier encore, mais on étudie toute sa vie. Et je crois que le drame, ce sont les architectes qui, passé leur diplôme, n'ouvriront plus un livre. J'espère que ça ne sera pas votre cas, et d'autant plus quand on est absorbé par les écrans et par le fait qu'on doive agir tout de suite. Je vais quand même me mettre un chronomètre par sécurité. J'ai choisi un titre que je forge en ce moment autour de la réflexion post-séisme, qui est le concept qui existe. D'ailleurs, on aura un article là qui est sous presse que je pourrais vous proposer, envoyer à Luc à un moment donné. Voilà, le chronomètre est lancé. J'ai choisi le concept de couture, riyata en arabe dialectal, parce que riyata, la couture, c'est vraiment ce qu'on utilisera très régulièrement pour réparer, pour réparer. Et la réparation, vous verrez, elle est au cœur de mon travail. J'en ai pas pris conscience tout de suite. C'est aussi l'intérêt de suivre ses intuitions et de réfléchir. Alors, j'avais envie, puisque j'arrive de Genève où il y a eu ce grand cycle-là qui a ouvert, Simplexité, où ils ont invité un danseur, des architectes, et puis des équipes, pour beaucoup, Alain Berthoz, qui est l'auteur, Paola Vigaro, qui est exceptionnel, et d'autres personnes, vous avez vu, Anne Lacaton. Et je voulais ouvrir sur ce concept de simplexité, parce que ce beau texte d'Alain Berthoz, qui est paru en 2009 ou 2010, c'est extrêmement intéressant pour nous, c'est extrêmement opératoire, ça nous permet, nous, architectes, et vous, sur les territoires d'autant plus, de réfléchir et de chercher ces fameux principes, ces fameux concepts opératoires sur un territoire. Et finalement, vous voyez, il conçoit le monde, lui, il vient des sciences cognitives, mais nous, si on déplace le curseur, et finalement, ça a été beaucoup fait parce qu'il a été beaucoup cité, beaucoup utilisé dans le design d'abord, eh bien, il a cette conception qu'on a, enfin que moi aussi j'ai, de cet organisme vivant qui est la ville, ou qui est le village, ou qui est une architecture en soi. Pour moi, c'est un organisme vivant. Et finalement, ça signifie que c'est extrêmement complexe et que nous, en tant qu'architectes, on va faire une analyse extrêmement fine, extrêmement longue, parfois intuitive, et qu'ensuite on devra la rendre intelligible, la rendre lisible, notamment à la maîtrise d'ouvrage, à ceux qui payent. Et si on rate ce coche, c'est-à-dire ce coche qui est de la pédagogie, finalement, toute notre vie, on va expliquer aux pouvoirs publics avec lesquels qui nous ont recrutés, qui nous ont donné un dossier ou dont on a eu le concours, la consultation pour travailler, on va s'assurer qu'on leur montre la meilleure des voies, la meilleure des solutions. Et on va être dans cette idée de simplexité. Je trouve que pour vous, c'est extrêmement, moi quand c'est paru, ça m'a paru mais évident.
Et nous sommes toujours dans des principes simplificateurs quand on expose, et on utilise des icônes, des dessins, on passe un temps fou à dessiner des graphiques pour expliquer des choses. Et finalement, tout ceci, c'est aussi une façon de poser des problèmes, certes, mais aussi de réfléchir à des solutions avec cette idée de complexité. Je trouve qu'on arrive à... Alors ça a été utilisé, vous voyez, ça a été beaucoup utilisé dans toutes sortes de livres, mais je trouvais que ce graphique est extrêmement intéressant parce que nous, justement, on aura à faire tous ces choix et aujourd'hui dans la durabilité, anticiper et bien choisir le matériau qui va être utile ensuite. Donc vous voyez, là j'ai trouvé sur internet un certain nombre de choses qui sont extrêmement intéressantes et vous-même de toute façon vous avez besoin très régulièrement d'aller vous nourrir, d'aller ouvrir des livres, d'aller voir des choses et on fonctionne beaucoup, nous les architectes je crois, on le sait pas assez, on le dit pas assez, avec un langage propre qui est celui des plans, des schémas, de toute cette pensée qui est une pensée, on va dire, rattachée à une forme artistique, mais qui est éminemment cognitive, et où parfois il suffit d'un dessin pour faire comprendre quelque chose qui mettrait des années à être écrit. Et finalement, c'est très intéressant de voir comment, à partir du livre de Berthoz, eh bien, des gens ont réfléchi à ces troisièmes voies, aux concepts clés, à des exemples, etc. Parce que vous verrez qu'à chaque fois dans votre vie d'architecte praticien, vous aurez à chercher ça, à présenter ça, à le donner en offrande finalement à ceux qui vous ont recruté pour que le projet soit intéressant. Donc je voulais commencer avec ça. Je voulais quand même parler de Hassan Fathi parce que pour moi c'est vraiment une figure passionnante qui est aussi dans une complexité. Il y a James Steele qui prépare 2 opus énormes sur l'œuvre complète, Opéra Manus de Hassan Fathi. Il est allé dans le monde entier. Il a répertorié l'ensemble de son œuvre. Il m'a fait partager par moments, j'ai eu la chance de voir des photographies de Hassan Fathi dans le Golfe ou dans des pays limitrophes, mais Hassan Fathi a beaucoup travaillé aussi aux États-Unis, il a beaucoup travaillé au Nouveau-Mexique, il a fait énormément de choses intéressantes, et je pense que quand vous lisez ce texte et que vous le transposez dans le territoire, évidemment, construire avec le peuple, c'est un très mauvais titre. En arabe, c'est pire parce que c'est le binaya al-fuqara, c'est-à-dire l'architecture du pauvre finalement. Et donc, moi j'ai fait une fois une conférence en arabe et j'ai montré cette couverture. Et là, j'ai vu la tête de mon auditoire et j'ai compris que j'avais fait une erreur. Il ne faut jamais... voilà. Et construire avec le peuple a été très réduit. Et on a voulu enfermer Fathi aussi dans un tout petit monde là-bas, quelque part... voilà, à Gournat, alors que sa pensée est bien plus grande. Il a travaillé avec Castoriadis, avec de grands noms de l'architecture. Il a réfléchi à énormément de choses. Il était musicien et le livre de Leila Wakil que je vous mets là, qui est paru en 2013 chez InFolio en Suisse, est extrêmement intéressant parce qu'elle a été, comme James Steele, une des premières à aller chercher des photographies d'archives et on voit ces fameux dessins absolument délicieux, délicats, extrêmement subtils, mais pas que en Égypte, dans d'autres pays. Donc j'ouvre avec ces références. Bien sûr, Luc a présenté ce grand livre qui fait le point sur tout mon travail, et c'est vrai que ça a été une formation, une école, que d'aller sauver ces sites, au prix d'ailleurs de souvent gommer mon propre travail d'architecte, parce qu'il me semblait tellement important de sauver un site et de passer du temps sur ce site. Et puis, vous verrez à travers ce que je dis que j'avais aussi une dette envers les sociétés qui m'ont façonné, fasciné, celles qui ont encore des greniers collectifs. Et donc, je voulais vraiment toujours revenir, et je vais d'ailleurs travailler là-dessus. Je cite les opus que la Fondation de l'Agacan propose très régulièrement, parce qu'à chaque fois, on y a des textes très précieux, assez courts, de grands philosophes qui introduisent une idée, comme ici l'architecture inclusive, tellement délicate. Et puis Peter Zumthor, qui lui aussi écrit, réfléchit et parle aussi de ce langage de l'architecture. Et je crois que c'est
ces quelques références vous permettent d'avoir une idée aussi de comment personnellement je travaille. Je ne peux pas travailler sans avoir un corps comme ça de réflexion autour de moi. Et je pense qu'on est tenu vraiment de se nourrir, hein, pas seulement des sites qu'on étudie, mais de tout ce qui réfléchit autour de ces sites, et pas seulement enfermé, comme ça a été dit, dans une territorialité, parce que le monde n'est que porosité. On en parlera de toute façon. Je suis en effet formée à l'école des hautes études en anthropologie, et si j'ai choisi l'anthropologie, c'est parce que c'était une science ouverte, et nous travaillons sur des recherches-actions avec des amis, parce qu'on ne travaille finalement qu'avec ses amis dans la recherche, sur un certain nombre de réflexions autour de ces questions de porosité. La référence qui a été citée chez Métis Press est complétée par Résonance oisienne, qui est un texte qui est collectif, dont je vous donnerai la référence, et qui est téléchargeable au format ePub, et qui permet vraiment d'avoir, par la captation sonore, des ambiances environnementales, et où on a analysé avec le son un certain nombre d'objets, et on a réfléchi à tout ça. Alors je vais vous présenter aujourd'hui finalement pourquoi, comment j'en suis venue là, le commencement. Je vais vous présenter la question de l'éco-construction, la question de l'éco-réhabilitation, où je suis depuis le début, je dirais par intuition plus que par, voilà, par instinct. On arrivera comme ça à la paléoinnovation. Les référentiels qui sont la grande question, qui tout le temps nous heurtent aux bureaux d'études, qui sont vraiment les castrateurs de beaucoup des actions que nous pouvons mener. Et il ne faut pas s'arrêter là, et il faut vous préparer à les affronter en les replaçant à leur juste place. Et puis je terminerai en conclusion avec le séisme et tout ce que ça a en effet cristallisé autour de ma pratique, comme un moment, en effet, ça a été dit, un moment finalement extrêmement important aujourd'hui pour remettre sur le métier. Alors, au commencement, évidemment, c'est ces merveilleuses architectures, je vous dis, qui m'ont fascinée. J'ai consacré une thèse. Cette thèse, elle a duré presque 5 ans, 7 ans en tout avec la rédaction. Et comme j'attendais mon autorisation d'exercice, je suis passée de vallée en vallée. À l'époque, il n'y avait pas autant de routes, donc c'était parfois à pied, à mule, parfois en transit, les petites locomotions sur place. Toujours en allant les mains pleines, je vois souvent des gens qui arrivent les mains dans les poches dans ces territoires, dans des gens extrêmement pauvres. Et quand j'ai commencé mes terrains, mon père m'a dit tu passes par le souk, tu achètes de la farine, du sucre, de la viande fraîche, un poulet vivant, etc. Et chaque semaine tu iras au souk, et tu ne dois pas être une charge pour les gens. Et quand on a eu en 2004 l'effondrement d'une des parois de ce grenier à Gelouy, à Amtadi, la communauté, on était tellement saisis, c'est la pluie qui l'avait emporté, parce que voilà, on va aussi réfléchir au cycle des bâtiments à travers ce que je vais vous présenter. Automatiquement, la communauté m'a dit nous, on va réparer, on va restaurer, pas de problème. Et moi, j'ai dit écoutez, j'ai un héritage qui vient d'arriver. J'étais en train de, voilà, mes parents liquider les appartements que nous avions avec mes sœurs. Et donc, j'ai consacré une partie de tout ça pour prendre en charge, même si les gens l'auraient fait de toute façon. Et ça, c'est extrêmement important de savoir qu'on est avec des sociétés qui ont leur dignité, mais tout de même, ils n'ont aucune ressource. Donc, il est important de toujours... voilà. Et chaque jour, on montait chacun avec 5 litres d'eau, parce que la question de l'eau, quand vous restaurez ces lieux, vous imaginez bien qu'elle est problématique, et que, évidemment, on ne peut pas faire de restauration sans eau, mais ce serait un autre objet. Je veux avancer vite sur cette prise de conscience de la vertu d'une architecture qui est d'abord une institution collective, une institution vivante au Maroc. Les greniers collectifs sont toujours, dans certaines régions, en activité, et même quand ils sont moribonds, il y a toujours une partie, on va en parler, où on va amener à la Zaouïa mère, comme une filiale de cette Zaouïa, un certain nombre de nourritures frumentaires qui
seront ensuite redistribués pour le plus nécessiteux. Alors, je vous montre ici Adrsnarfalen, qui est un grenier qu'on n'a pas tout à fait fini de s'occuper, qu'on a maintenu pendant le Covid, parce qu'il fallait justement qu'il y ait de la ressource. Vous voyez à l'état de ruine, dans quel état il était, d'ailleurs personne n'y croyait, elle est complètement folle, et je vous montre cette photo en insistant parce qu'il y a une chose extrêmement intéressante par rapport voilà, au regard exercé d'un architecte, c'est que vous voyez que là, les poutres, elles sont dans un sens, et il faut que vous compreniez que dans l'étagement inférieur, elles sont dans l'autre sens, et ainsi de suite sur 3-4 niveaux, et ça permet finalement de harper un bâtiment, et on n'a pas une réflexion uniquement, et c'est pour ça que je parlais d'organisme vivant, on a vraiment une expérience de l'architecture comme un corps articulé, et non pas comme une façade ou comme un plan, mais vraiment dans les 3 dimensions de l'espace. Et vous voyez, et je vous le dirai à chaque fois, au revoir, on ne peut pas non plus réfléchir à une architecture sans comprendre comment elle est faite. Et ça, c'est la question de l'architectonique. Parce qu'au fond, un matériau va donner des formes. Et ça, c'est Zumthor qui a extrêmement été un de ceux qui, dans la modernité ou la contemporanéité, est allé assez loin. On va, et je travaille beaucoup aussi avec la pierre, voilà, si on ne connaît pas, on ne peut pas construire avec ce matériau, et on ne peut pas d'ailleurs avoir une approche par le dessin, mais on a une approche par l'architectonique. Chaque matériau va donner des formes, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, le séisme, vous allez voir, c'est l'obsession du moment, donc vous allez retrouver, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, et toutes les pathologies que j'ai retrouvées quand j'ai fait toutes les missions autour des régions sinistrées m'ont fait prendre conscience que je les avais rencontrées, ces pathologies, sur les architectures que j'avais restaurées, et je vous en ai préparé quelques-unes, dont vous voyez là comment le concept de couturer, de riata, de coudre, de tricoter, eh bien c'est extrêmement important. Et vous allez voir au fur et à mesure des images que je vais passer, la question de ce bois. Vous voyez comment tout ceci va reprendre sa place sans qu'on démolisse. On démolit que ce qui a un fruit trop important. Mais dès que moi, j'essaie toujours de conserver le maximum pour des raisons archéologiques, parce que même si on enregistre tout par drone, etc., il n'empêche qu'on peut faire une bêtise. Et j'ai été quand même très bien formée à Paris-la-Villette avec Hervé Filippetti, qui nous avait enseigné cette idée de réversibilité. Si des gens viennent après moi, ils pourront reprendre. Donc les contrevêtements, vous les voyez, ils se déploient à l'extérieur, ils reviennent à l'intérieur, extrêmement important. Et puis toutes ces ruelles qui sont tellement passionnantes, où en fait il va y avoir des angles très spécifiques pour réguler la ventilation, parce que ce lieu, c'est un entrepôt où on met tout ce qu'on produit. Ce n'est pas un lieu d'habitat, c'est un lieu où on va mettre essentiellement les semences, c'est là où on va mettre ce qu'on va manger, et on va le mettre sans savoir si on aura une pluie qui annoncera la prochaine récolte. Parfois on attend 7 ans, 8 ans, là il n'a pas plu dans ces zones depuis 7 ans. Donc évidemment, il y a cette angoisse, et on ne touchera pas, me disaient les vieux monsieur que j'ai interrogés au tout début de mon travail à partir de 99, on ne touchera pas la semence. La semence, elle est sacrée, on ne la touchera pas, quoi qu'il arrive, on mangera des racines, etc. Alors vous voyez Riata, vous voyez cette façon de recoudre, vous voyez comment avec le bois, on vient raccrocher, et combien c'est extrêmement important, intéressant, et qu'on a sur la façade une forme d'écriture, mais qu'à l'intérieur, elle se poursuit. Et je pense que la restauration, c'est vraiment une science en soi, la réhabilitation, qu'elle ne peut pas... Je pense que c'est une erreur de la laisser que dans un monde fermé. Je crois qu'elle aussi, elle a besoin de porosité. Et si je n'avais pas fait ce travail de documentation très fin, avec une fascination très profonde pour ces modes de fonctionnement, je pense que je n'aurais jamais développé le travail d'architecture
par ailleurs que je mène dans la sphère plus contemporaine, comme on dit, mais qui, pour moi, c'est un seul bloc. Il n'y a pas d'un côté le contemporain et de l'autre côté le passé. J'y reviendrai tout à l'heure pour parler justement de l'héritage postcolonial. Voilà, vous voyez ici des sites extrêmement extraordinaires, des greniers de Vire, des greniers ici qui sont aussi à l'intérieur, qui se déploient, ce sont des greniers refuges. Le grenier est toujours un refuge où on mettait les animaux aussi, s'il y avait une razzia, s'il y avait un danger, etc. Et pendant la pandémie, évidemment, voilà, c'était une crise. On s'est rendu compte aussi de l'importance, et il faut que vous sachiez que quand la colonisation arrive, ces territoires ont été pacifiés, comme on dit, avec beaucoup de guillemets, par l'aviation. Les greniers ont été bombardés pour beaucoup. Ils contenaient la ressource vivrière, et donc c'était un lieu où on se nourrissait, mais c'était aussi un lieu de résistance. Et finalement, le mot merzen, qui représente l'État aujourd'hui, et on dit Dar Merzen quand on est par exemple sur la ville de Meknes, Moulay Ismaïl, et je vous laisse approfondir ces questions parce qu'il y a eu des ouvrages sur la ville de Meknes qui ont été publiés. Il y a dans la ville, on va dire, princière, la ville seigneuriale, il y a une partie qui concerne le blé, et avec des entrepôts magnifiques à Meknes que vous connaissez sans doute. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en cas de crise du pain, du blé, on pouvait donner ces graines et donner tout ceci aux gens et ne pas craindre une crise plus profonde. On donnait, je dis bien on donnait. Alors vous voyez ici, ce sont les malmines, c'est-à-dire les maîtres tailleurs, les maîtres maçons, qui vont enseigner à leurs enfants, à leurs neveux, à leurs cousins, à leurs voisins, ces problématiques que je vous expose. Et ensuite, on va leur faire des petites maquettes pour qu'ils prennent conscience de la valeur de cette architecture-là par voilà, l'expression, par le toucher. Et vous voyez que c'est extrêmement intéressant ce qu'ils ont produit. Ce jour-là, il y avait, voilà, c'était une des premières fois, il y avait une caméra, donc on a eu un agglutinement comme ça, c'est trop. Mais on fait ça de façon plus diffuse sur le long terme, et on veille à ce que les enfants arrivent à vraiment réfléchir à cette architecture, parce qu'ils sont les usagers de demain, et donc il faut qu'ils s'emploient à conserver. Alors les plans, vous voyez, ça c'est les greniers que j'ai restaurés. Bon, il y en a un peu plus maintenant. Vous voyez la diversité, vous voyez l'inscription dans l'espace, dans le territoire. C'est vraiment quelque chose qui est un prolongement de la montagne. Et les techniques constructives aussi vont être faites. Je pense au système Hachmamou que vous voyez, qu'on retrouve dans les régions de la Tessaout, où on va construire dépasser légèrement en encorbellement, et au fond, on va refaire du terrain et on va refaire un sol pour ensuite construire une architecture. Donc il y a énormément je pense que dans l'architecture vernaculaire, il y a une source infinie de choses, et en même temps, il ne s'agit pas simplement d'un objet architectural. D'ailleurs, un objet architectural n'est jamais simplement un objet, il est bien plus que ça, c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant. Vous voyez, on entrepose ici l'orge, les dates dans d'autres mondes, et on entrepose, et vous voyez, avec ces photographies, que voilà, quand on vous dit « Ah, mais c'est complètement mort », ben non, voilà, moi j'ai pris, voilà. Donc il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. C'est vrai, c'est moribond, c'est vrai, ce sont des pratiques dites archaïques par certains qui voient ça comme une preuve de pauvreté, là où moi je vois ça comme une preuve comment dire, de prudence face au monde, d'extrême humilité et de vraie garantie, en l'occurrence, face aux aléas. Donc l'humilité est une qualité. Vous voyez dans ce petit schéma le circuit des dons, où vous voyez les petits sacs 6, 7, 8 qui sont réservés vraiment aux orphelins, aux veuves, à tous ceux qui nécessitent. Et souvent, c'est une parenthèse, mais j'en parle beaucoup dans mon ouvrage sur les greniers, le gardien, c'est souvent quelqu'un qui est handicapé dans la communauté, qui a eu la poliomyélite, qui ne peut pas travailler la terre. Donc on lui donne aussi
une fonction, on lui donne une forme d'honneur, une charge, et en même temps on lui donne la capacité de se nourrir. Donc c'est trop long d'exposer tout ça, mais c'est absolument fascinant, ces questions, pas simplement de rupture écologique, mais aussi de sociétés qui sont vraiment soucieuses de l'intérêt commun, de l'intérêt général, sans exclure qui que ce soit jamais. Alors, vous verrez, j'ai glissé des lignes, hein, vous approfondirez, c'est pour moi extrêmement important. Les greniers que j'ai restaurés, ils se déploient comme ça sur cette carte, vous pouvez voir, et finalement, ce qui est extrêmement important pour moi, c'est que j'avais pris connaissance, quand je suis allée à la Zoya de Mintetelt, qui est vraiment au cœur des montagnes, j'avais pris conscience que finalement, toutes ces zaouïas vers lesquelles les gens donnent une partie de leur récolte. Vous avez vu, j'ai dit un sac, c'est-à-dire c'est rien, c'est un dixième, c'est la chour, c'est la zakat, hein, c'est un devoir ici islamique qui est pris à la lettre, qui était fait comme ça dans les villes naguère, qui se fait dans les très grandes familles encore aujourd'hui. D'ailleurs, on le fait l'Eid Fitr juste après le Ramadan. Donc c'est un acte purificatoire et c'est un acte où on va se soucier vraiment de l'autre et on va s'assurer qu'on pourvoira à tous. Donc ces zaouïas, finalement, où est-ce qu'elles sont placées? Une zaouïa, c'est un tombeau de saints, c'est un lieu sacré, et c'est souvent des zaouïas de saints qui sont très anciens. Celui d'Ibn Tatalt, c'est des Mohamed ou Yaqoub, il a été enterré en 1555, hein. Donc on est au XVIe siècle, et on sait que ces zaouïas vont se diffuser à peu près à ce moment-là. Sidi Ahmed ou Moussa, que vous voyez sur la gauche, il est lui aussi relié c'était son ami, hein, c'est la même époque, lui aussi a fondé sa zaouïa, et vous voyez qu'elles sont placées sur une ligne, et cette ligne, elle est évidemment avant le Sahara et juste après les montagnes. Donc dans un territoire qui est encore producteur de ressources où on peut manger, mais pas encore dans un territoire qui n'est pas qui n'est pas encore sec. Et les gens, quand j'ai commencé mes travaux, me disaient, tu sais, nous, on est ceux de la graine et eux, ils sont ceux du lait. Voilà, ces deux civilisations, on se rencontre, on peut on peut être complémentaires. Donc c'est aussi des notions très importantes sur la ressource et la complémentarité des ressources. C'est très opératoire là encore. Je pense que vous y reviendrez. Mais vous voyez aussi une chose passionnante. Alors ce texte, il est en ligne de toute façon. Tous ces documents, vous pouvez les retrouver en ligne. Ça s'appelle Fils de saints contre fils d'esclaves. C'est paru au CNRS Jacques Berck, le centre de recherche de Rabat. Et c'est une partie, la troisième partie de ma thèse, où j'explique pourquoi le grenier marocain n'est pas mort comme nos pays voisins. Et pourquoi? Mais parce que c'est rattaché à ces réseaux de sacralité dont vous voyez ici des témoignages passionnants. Pourquoi? Parce que nous dit le grand saint et que nous dit le grand testament mystique de ce saint enterré à la Zaouïa d'Ibn Tatalt, que chacune des tribus que vous voyez, là il n'y a que les chiffres, hein, mais on a les Idaou Berqil, Idaou Negit, etc. On a toutes les tribus, et ces tribus, avec des noms encore d'actualité, hein, c'est la Tarbilt, c'est la tribu, c'est le noyau, c'est comme ça qu'on se reconnaît dans un groupe, eh bien, ils vont donner chacun une partie de leur récolte. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces testaments mystiques, on faisait des copies de copies, donc moi j'en ai consulté 3 ou 4 grâce à l'un des descendants, et on peut remonter qu'au 18e malheureusement, mais on n'a pas les copies, elles sont perdues les autres, mais on a une cartographie du territoire comme ça qui est apparue, et je vous ai mis là les groupes qui sont encore dans le nom qu'ils avaient au 16e ou au 18e tout au moins, et puis les groupes qu'on a perdus, et vous voyez que c'est une carte immense, et que ce grand saint est allé partout, et il a permis que chacun donne un peu, et au moment où les gens se retrouvent
trouve dans la Zaouia, la voilà, eh bien, ils vont apporter, entre le 28 mars et le 27 avril, ils vont chaque année, hein, c'est calendrier julien, c'est pas un calendrier musulman en l'occurrence, au moment de la soudure, à un moment où il n'y a plus de récolte, où on attend les prochaines récoltes et on a parfois fait terminer, ils vont tous venir. Hein, moi, quand j'y suis allée tous les ans pendant X temps, mais avec les crises sanitaires, ça a été un peu voilà, perturbé. Eh bien, il y a à peu près 5000 personnes qui viennent et j'avais été... voilà, j'avais re-rencontré tous les gens que j'avais vus au fur et à mesure de toutes ces années quand j'avais été sur place. C'est extrêmement émouvant. On alimente par le haut, donc c'est vraiment une architecture de grenier qui a des bouches, comme on dit en berbère. Donc on va alimenter par le haut et bien sûr, il faut toucher tout ça parce que ça a une baraka, hein, c'est toujours cette question propitiatoire. Voilà, ça va se démultiplier. Le bien est toujours démultiplié. Ce sont des notions extrêmement puissantes. On va immoler un animal et ensuite on va refaire des bénédictions religieuses et tout le monde va rester là, va se parer comme ça d'une aura de ce grand saint par de la descendance qui orchestre tout ça et ils vont tous repartir avec des petits sacs de dattes, des sacs d'orge et ils auront potentiellement pu manger pendant quelques jours. Et vous imaginez bien que ce lieu-là, dans un lieu où on faisait en sorte que tout soit... le saint, il servait à apaiser les conflits. Vous imaginez bien que ça passait aussi par des fins ventres affamés, n'a pas d'oreille, par des ventres repus, ou tout au moins soulagés. Alors on revient à l'architecture, et je pense que c'est extrêmement important d'avoir des occasions de voir comment on fonctionne dans d'autres régions du monde, pour savoir aussi que l'habitat, voilà, les plantypes, on en parlait, ça ne veut rien dire, et par contre, l'étude des morphologies, l'étude des sociétés et l'étude anthropologique, elle est extrêmement importante. Et quand un journaliste vous dit oh, j'ai fait 30 entretiens, ils veulent le béton, les gens veulent le béton, vous avez envie de lui dire écoutez, moi j'en ai fait 500, mais je ne fais pas de course à l'échalote. Par contre, quand je pose une question, je ne lui dis pas alors tu choisis le béton ou la terre? Mais évidemment, je regarde comment il travaille et puis je regarde quels sont ses vrais besoins et est-ce qu'il aura besoin du béton pour son bétail? On en reviendra. Voilà, donc éco-construire, c'était parce qu'il y avait cette question du climat. Moi, mes bureaux, ils sont à Tiznit, hein, vraiment, c'est une maison en terre, dans la Médina. Donc, bon, la question est des ressources, je ne vais rien vous apprendre. Il y a eu cette exposition au pavillon de l'Arsenal qui était tellement intéressante. Quand je parlais de simplexité, tous ces dessins vraiment exposent ce concept encore une fois. Et donc, ressources, déchets, on sait très bien que quand on excave, on va récupérer, on va jeter toute cette terre d'excavation. Je renvoie au projet Terre de Paris. Et donc, cette question des ressources, elle va toujours se poser. Et j'étais donc à Genève il y a quelques jours, et je discutais avec un excellent ingénieur, Olivier Dahen, qui me disait on a trouvé qu'une plante qui est une plante qui se diffuse un peu trop, qui est une plante qui est, comment on dit déjà, qui, voilà, invasive, eh bien, on peut la recycler et on peut s'en servir avec la terre crue. Et donc, on fait d'une pierre deux coups par rapport à la question des ressources. Alors moi, je me pose toujours cette question. Quand je restaure, je fais très attention, j'ai toujours peur d'amener des choses qui vont avoir une vie après. Et puis, quand on va prélever des palmiers, quand on va mettre en œuvre tout ça, il faudra s'assurer qu'on va prélever, je l'explique très bien dans mon livre Architecture du bien commun, que ce dont on aura besoin, pas plus, et on va aller chercher le palmier qui est voilà, un peu en difficulté. Il y a toute et on va aussi s'assurer avec une coopérative avec laquelle on travaille, qui a des plantations, etc. Je ne vais pas approfondir compétences d'édifier. Françoise Chouet, elle l'a défini, c'est une femme absolument extraordinaire. Le texte Allégorie du patrimoine, mais aussi le texte sur les utopies,
vraiment, si vous ne l'avez pas lu, La Terre qui meurt, qui est un des derniers textes, après c'est des anthologies, c'est une femme absolument extraordinaire qui a été extrêmement intéressante parce qu'elle a toujours eu des positions, et puis c'était une femme, la seule, je pense, dans le monde de l'architecture à cette époque-là, dans les années 60. Donc elle réfléchit à cette question de compétence édifiée. Et c'est extrêmement important parce que quand on construit de père en fils, on ne construit pas comme construira une entreprise. Et vous avez bien compris que moi, quand je construis avec cette compétence édifiée, et qui est vraiment, elle dit bien, je vous ai laissé les citations, science de la conception, cette sensibilité qui permettent et qui ont permis de bien construire un édifice, et qui a également ce qui a légitimé de savoir les regarder selon leur essence. Je pense que ce texte, je crois que c'est dans l'allégorie du patrimoine qu'elle en parle, et elle a eu des moments passionnants où elle a vraiment réfléchi à ces questions-là. Moi, quand j'ai travaillé, je suis passée des greniers collectifs dans le Ksardessa, puis ensuite dans des architectures sociales faites avec l'État marocain et avec des entreprises. Donc évidemment, il y a eu des transferts d'hommes, des transferts de compétences, toutes sortes de choses, mais il y a eu aussi, évidemment de la formation, mais ça a nourri, si vous voulez, une dynamique, et ça m'a permis aussi de transposer ça dans de toutes petites entreprises et de rendre et de faire en sorte alors que ça soit possible. Il y a une autre référence qui est Geneviève Pruvost, qui est vraiment on n'a pas le temps d'en parler, mais elle est extrêmement intéressante. Je vous conseille aussi ses lectures. Le titre, déjà, il est extrêmement important. Mais, si vous voulez, quand moi je me dis, bon, ça marche pas, j'arrive pas à convaincre les pouvoirs publics, il y a un travail d'advocacy qu'on fait avec le Conseil économique et social et environnemental, ça n'avance pas, les expositions, ça n'avance pas, on va faire des consultations architecturales avec de très très peu, vous voyez, 20 000, 200 000 euros, de très très petits budgets, et on va affronter le réel en montrant que c'est possible. Et c'est là que j'ai essayé, et j'ai fait à peu près une trentaine d'édifices avec matériaux à faible intensité carbone, n'est-ce pas? Avec tout ce qui est vraiment diffusé dans les bonnes pratiques, mais qui est souvent que du greenwashing, qui est que du blabla. Et donc j'ai essayé de réfléchir à tout ça parce que en amont j'avais très très peur de gaspiller la ressource, de passer à côté, de mal construire, de mal faire mon métier, de passer à côté. Et au fond, il y avait aussi toute cette conception, quand j'avais observé des architectures déjà faites, où il y avait en même temps ce continuum des pratiques constructives que j'ai expliqué. Et donc j'ai transposé et j'ai formé et accompagné. Je vais passer assez vite tous ces projets de proximité dont certains sont dans des revues. Je regrette de ne pas pouvoir communiquer plus. Mais bon, c'est du temps. Et donc, il y avait toute cette question, naturellement, du climat. Donc, voilà, on fait des pots, on fait des galeries bioclimatiques, on expose. Et quand je vous dis, voilà, ça s'est fait sans passe-droit. Je ne suis pas une fondation, je travaille avec l'État, ça s'est fait avec les ingénieurs qui m'ont donné. Je n'ai pas choisi les ingénieurs. Ça s'est fait avec les tout petits fonds. Celui-là, il doit être à... Je pense on est à l'équivalent de 150 000 euros maximum. Donc on a construit pour les gens et on a construit avec les ressources locales et on a fait en sorte que ensuite les gens viennent visiter et viennent voir. Alors évidemment, tout est perfectible. Mais c'est là qu'on a utilisé des charpentes traditionnelles, chose qui ne se fait jamais, à cause notamment des termites, qui sont très nombreuses dans cette région, et à cause aussi de l'aspect « ah mais ça fait de la poussière », enfin bon, tous les mauvaises raisons. Et donc ensuite, quand les gens sont venus voir, ils étaient fascinés par la fraîcheur, fascinés par tout ce que ça produit. Donc je l'ai répété ailleurs, et là c'était dans le Haut-Atlas où il y a beaucoup de peupliers, donc c'était très intéressant. Là c'est donc plutôt en tout cas, il y avait cette question de la juste mesure, la juste taille, et en fait, cette question de ne pas perturber cet écosystème. Et souvent, je me dis, au moins, j'aurais pas pollué, et puis, j'aurais pas non plus ajouté. Mais, en même temps,
On est obligé au Maroc, dans la législation actuelle telle qu'elle est appliquée par les bureaux de contrôle et d'études, on est obligé de mettre un chaînage en ciment superfétatoire. Donc même si on pourrait faire 100, moi j'aimerais faire 100, comme quand même, ce sont des établissements recevant du public, le bureau de contrôle de toute façon s'y opposera, et donc il vous dira, au moment où vous avez déjà construit, stop, non, tu ne le fais pas. Donc il faut anticiper là aussi les mauvaises postures et les postures de pompiers qui viennent casser aussi, parce que c'est aussi pour ça que si peu de gens le font. J'ai des amis qui ont voulu faire une très très belle école, qui a été primée d'ailleurs plusieurs fois en terre crue, et ils n'ont pas pu à cause de toutes ces raisons. Donc souvent, le bureau de contrôle va nous empêcher, souvent parce que lui n'a pas confiance, et moi pour le projet que vous voyez, alors il y a eu la ressource, c'est un peu long, mais comme on a des textes, je vous renvoie à Ain Zarqa sur Internet, c'est une régénération des oasis, c'est un blog, c'est toute une recherche-action qui est portée par un consortium d'architectes et toute une réflexion, et vous retrouvez tout ce qu'on a fait là aussi avec les enfants pour leur faire prendre conscience de l'environnement en nettoyant les poubelles, etc., de la palmeraie de cette ville de Tiznit, et ensuite en venant faire des postures artistiques où on touche la terre, etc. Et dans ce projet, qui est le projet du musée, qui est dans cette qasba qui a été construite en 1810, avant même que les remparts de la ville ne soient construits par Moulay Hassan au début du 19e siècle, en 1886, à la fin du 19e siècle, eh bien, il y avait cette énorme forteresse qui était aussi un lieu, vous voyez, la ressource, on y revient tout le temps, on a fait en sorte. Et donc, voilà, on me dit, vous faites un musée, mais il n'y a pas de corpus. Alors bon, très bien, moi j'ai fait un musée en terre, ça c'est Architecture Review, et puis je m'assure qu'il n'y a pas de climatisation. J'ai l'habitude de dire c'est un musée africain, donc on ne va pas mettre des lampes très très chères partout, on va faire avec les moyens du bord, et ça sera peu coûteux, et il faudra aussi que son usage soit peu coûteux. Alors voilà comment est l'édifice au moment où je le récupère, avec ici le parc, donc là où on met les vieux engins, les machins, etc. Un poste de transformation très mal placé devant le monument. Une bâtisse, certes en état fatigué, mais très intéressante, avec un certain nombre d'indices sur son histoire. Et puis, un espèce de truc qu'on a été obligé de démolir parce que c'était 2,80 m de hauteur, et l'ancienne prison, ici. Donc c'est très long d'expliquer tout ça, et on a proposé finalement, puisqu'on n'avait pas de corpus, un musée qui est un musée des techniques, un musée du bâti, une architecture du bâti, et finalement elle va être, puisque c'est toujours pas terminé, depuis 2013 que je travaille dessus, ça a été autorisé en 2011, avant même le passage du décret autorisant les architectures en terre crue selon certaines spécificités parasismiques, mais ça a permis, puisque ça a été un temps très 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 long, d'analyser, de réfléchir, etc. Et en même temps de permettre qu'elle soit la mémoire des techniques constructives de tous les chantiers. Puisqu'à chaque fois je disais, écoutez, on va faire un petit morceau, etc. Et finalement, ça me permet de réfléchir à ces questions d'innovation, et je vais arriver progressivement à la paléo-innovation. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation? Bien sûr, l'importance du chantier, la difficulté du plan no-variature, voilà, les conceptions très classiques du temps en binaire, alors qu'on est face à des complexités de temporalité qui sont jamais linéaires, on le sait tous quand on a construit. Et aussi cette question dont je vous parle depuis le début, où on passe de la théorie à la pratique constamment, et c'est ce qui permet de nourrir un projet. Donc, sur ce très beau projet, on a voulu construire en matériaux locaux, avec la terre crue, avec la pierre, dans un cadre étatique, avec aussi le bois de palmier. Et là, je salue l'Agence du Sud qui m'a permis, comme l'a permis la MLA, les provinces de Tata et les provinces de Tiznit,
ou de Louednoun Gelmim. Donc on a eu comme ça des objets, ici c'est le showroom, et puis à côté, de l'autre côté, donc on a en béton et non plus en terre la partie des ateliers qui doivent être lavés au jet, hein, c'était le cahier des charges. Donc on a aussi donné les moyens de la chose, mais on a quand même mis du Tedlect au mur, et ça fait maintenant, ça a été livré depuis 3-4 ans, et il n'y a pas une chose de cassée dans ce lieu. Éco-réhabilité, je vous disais, ça nourrit vraiment mon projet. Donc je vais passer, parce que ça aussi, ça vient de faire l'objet d'un article, vous avez compris. Je pense que cette question des techniques constructives, elle est, je vous ai dit, c'est une architectonique, et c'est vraiment des histoires de processus. Et la question de la parasismicité, c'est pareil, c'est des questions de dispositifs, on est encore dans la simplexité. Et donc, je vais un peu vite, parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais la question de, voilà, refaire avec de la terre, aller vers ces processus, chercher ce qui est peut-être plus fort, plus adéquat, utiliser la chaux, utiliser l'albumine, utiliser toutes sortes de matériaux disponibles, utiliser certaines sèves, réfléchir, revenir, et puis donner à celui qui vous a permis de faire cette restauration, quand il veut faire une inauguration, et qu'il arrive avec un éclairagiste qui vous fait voilà, revivre le lieu, pas de problème, hein, on est là pour ça, et où là, l'inauguration a rendu vraiment la fierté, et la présidente de région, qui avait eu l'idée de cette fête, a décidé d'en faire le lieu à Tergicht de toutes les grandes rencontres, parce que justement, on y retrouve toutes ces techniques constructives passionnantes. Et donc, on est dans la mémoire des lieux sur un très long terme, et en même temps, c'est neuf, et en même temps, il y a un théâtre de plein air. Donc voilà, et ça a été fait vraiment pour ça, parce que dans ces régions, en 3 minutes, on fait un concert, et en quelques minutes, on est tout de suite ensemble dans une dimension festive. Et donc, c'est extrêmement important, parce que c'est une histoire d'identité. La paléo-innovation, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui s'apparente bien sûr au log-tech, hein, on est dans cette perspective, mais c'est une façon nouvelle de revenir à des architectures qui ont fait leurs preuves. Alors je vais peut-être aller plus vite que ce que j'avais prévu, parce que j'ai trop parlé, là j'ai le chronomètre devant moi, sur cette grande forteresse d'Agadir Oufla que le wali de région, M. Ahmed Haji, m'a confiée en 2017, j'ai fait toute une étude très très longue, très très fine sur l'état des lieux avant le tremblement de terre. Il s'agit d'une forteresse qui était une ville, et qui ensuite, à partir des périodes coloniales et post-coloniales, la ville ne va cesser de s'étendre sur les flancs autour de la forteresse, qui est tout en haut, sur le haut de la forteresse. Et puis aujourd'hui, on a, vous voyez, cet immense développement de la ville. Et la forteresse, elle est au cœur d'une zone, vous voyez, qui n'est pas construite, parce que c'est depuis le tremblement de terre, non edificandi, et donc ça préserve ce lieu qui est un bijou, et quand on a la chance qu'on vous confie un lieu de cette importance, c'est un honneur, donc vous y veillez, et vous y passez toutes vos journées, évidemment. Donc vous voyez des images ici qui sont la forteresse au moment du tremblement de terre. Vous voyez des choses, je vais y revenir dessus. La deuxième image sur la gauche, c'est que comme ils avaient peur du choléra en 1960, il y avait des cas, ils se sont dit on ne peut pas prendre le risque, et donc à ce moment-là, ils nivellent et ils mettent du chlorure de chaux, parce qu'il y a des corps encore dessous, on n'a pas pu, il y a eu ce qu'on appelle un effet de cloche, donc un énorme mouvement, et les gens sont morts à l'intérieur, donc on a... voilà, Allah rahmahum, 800 personnes qui sont enterrées là. Et finalement, évidemment, c'est une sépulture géante. Donc quand on vous confie un tel édifice, vous vous posez nécessairement beaucoup de questions, vous réfléchissez, et quand on vous dit « nous voudrions une reconstruction », vous vous dites « ok, on ne fait plus de reconstruction, mais il y a un besoin de reconstruction parce que le comité des anciens qui accompagnent le projet est là, le réclame,
entend encore leur mort, n'ont jamais fait leur deuil, sont dans une souffrance absolue, et ils sont aussi nos partenaires dans ce projet, donc ils nous accompagnent. Donc vous voyez les 3 phases, jusqu'à ce qu'on commence à opérer sur ce qu'il en était au moment des opérations. Alors une chose extrêmement intéressante que vous pouvez noter là, c'est qu'on a ici un rempart, hein, vous les voyez. Là, le tremblement de terre, le rempart reste, hein, il est là, tout est par terre, mais lui est encore là. Et puis finalement, ça a été plus ou moins restauré après, et c'est là. Ce qui signifie en clair, on le voit mieux encore là, que finalement, il y a des procédés qui étaient parasismiques, sans le dire, et qui sont très anciens et qui sont extrêmement intéressants. Vous avez la coupe, je ne vais pas m'attarder, mais évidemment, le glacis en pierre qui soutient un pisé, qui lui-même est un pisé à redans, et qui va ensuite s'accrocher dessus. Lors d'une secousse tellurique, il reste en place. Donc c'est extrêmement intéressant, je pense, et c'est extrêmement rassurant aussi de savoir que pour des histoires essentiellement de durabilité, on conserve toutes ces techniques et on peut évidemment les reproduire sans aucun souci. Et donc ce système parasismique traditionnel, il est voilà, il y a celui-là, il y en a d'autres. Et donc j'arrive à cette histoire de palimpseste qui est vraiment au cœur de beaucoup de travaux d'architectes, qui est extrêmement fertile comme concept, qui est extrêmement important, sur ces peaux les unes sur les autres, où on a réécrit l'histoire au fur et à mesure que le temps s'est déployé. Alors l'intérieur, on a pu faire la fouille archéologique sur cette partie de la vigie qui était face à la mer. J'en profite pour vous montrer dans quel état on trouve le lieu avant notre opération. Et vous avez en 1917 une architecture telle qu'elle a été donnée, telle qu'elle était. Une tour fantôme que vous voyez ici. Et puis des choses en très bon état qu'on n'a absolument pas touchées, qu'on a laissées dans son jus. Et puis en même temps, la question de voilà, la refabrique, la question d'enlever les peaux. Et je m'attarde sur une chose extrêmement intéressante, c'est que nous avions voilà, tous ces disparus, et nous avions finalement l'ancienne Médina. Et cette ancienne Médina, à l'intérieur des remparts, n'était finalement, je vais vous remontrer une image, n'était finalement que sépulture géante. Et donc j'ai eu l'idée de faire ce platelage que vous voyez là. Et ce platelage, il reprend exactement les ruelles de l'ancienne Médina. Et il s'arrête devant chaque maison de chaque personne. Donc il y a une signalétique adéquate qui raconte un peu tout ça. Et j'aurais aimé qu'il y ait des audios et qu'on entende les gens. Ça aurait été extrêmement intéressant. Et donc j'en profite pour ouvrir des pages, parce qu'on va tout le temps réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire finalement. Une extension, une insertion, une modernisation, une réanimation, une reconstruction, une reconversion, une voilà. Et tout ceci, c'est extrêmement important de savoir ce qu'on fait. On peut faire plusieurs choses à la fois d'ailleurs, mais c'est extrêmement intéressant parce que, évidemment, on fait tout ça dans un esprit et en employant des lignes qui ont déjà été extrêmement réfléchies par d'autres. Et si vous n'avez pas lu cette charte de 1962, je vous enjoins de la lire parce qu'elle est extrêmement intéressante dans tout ce qu'elle ouvre aussi de pistes de réflexion et de cette question du témoin d'histoire, de l'œuvre d'art, de l'œuvre d'architecture, etc. Et finalement, voilà, il y a toute cette question de la question de l'étude archéologique, de l'étude historique. Et je ne vais pas paraphraser, mais aujourd'hui, on ne reconstruit pas, on ne reconstruit plus. Et donc, la charte de Cracovie, la charte de Dresde, ce sont des chartes qui sont plus récentes et qui ont réfléchi à tout ça. Et la charte de Cracovie, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous dit, avant d'utiliser un matériau, testez-le. Assurez-vous qu'il ne va pas vieillir dans 10 ans. N'ajoutez pas une peau à une architecture qui ne survivra pas à cette voilà, donc la question aussi de la durabilité.
Et finalement, je vous cite tout ça, vous irez retrouver, mais c'est tout ce qui va essayer de faire en sorte que ça nourrisse, que ça explicite, et vous avez d'excellentes conférences à Chaillot sur ces questions de la reconstruction patrimoniale, de toute une réflexion. Et finalement, nous avions à contenter des usagers qui avaient été absolument traumatisés et qui étaient en souffrance, une question de lisibilité archéologique aussi de cet édifice, ce témoignage de toutes les techniques, je vous en ai montré une partie, le mode de pensée sur 5-6 siècles, et finalement la question de la forme originelle, la question de la reconstruction. Donc c'est extrêmement complexe, voilà, ça ne se fait pas comme ça. Et puis il y avait la question de la cristallisation. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces ruines? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on le rend intelligible, hein? Je vous renvoie à ce que j'ai dit au tout début de cette conférence. Et puis, pourquoi il est important de faire ces ruines, finalement, de commémoration, non pas seulement pour ceux qui ont subi, qui vont voilà, partir, mais aussi, justement, pour que ce soit un jalon dans l'histoire et pour que aussi on ait cette restitution de l'histoire. Et c'est pour ça que cette question de révéler un site, c'est une vraie question, la question de le rendre. Et quand je mets le cerne de la douleur dans le mur, je le fais parce qu'il y a les remparts qu'on a retrouvés, vous avez vu, intacts, la partie était en haut, et on voit très bien que entre la partie reconstruite et la partie qu'on a découverte, voilà, il y a une ligne. Et c'est finalement cette ligne de la douleur que j'ai essayé de conserver sur ce bâtiment qui est traumatisé et qu'on ne pouvait pas restaurer comme ça, là, hop, et le rendre absolument, comment dire, lisse et sans histoire, sans cette indication de ce qu'avait subi ce bâtiment sur un très long terme. Paléo-innovation, pourquoi ? Parce qu'on a utilisé des techniques constructives qu'on a dans le Haut-Atlas, qui sont extrêmement intéressantes. Ici, dans la Tessaout, les Bouguenmez, toute cette région de l'Atlas central. Vous voyez d'ailleurs sur ce bâtiment qu'il y a des tensions sur les angles. Et parce que justement, on n'est pas dans cette histoire d'un présent ethnographique où on a des espèces de sociétés qui durent comme ça sur des siècles, mais on est sur des usages et on est aussi sur des témoignages, sur des temporalités, sur des choses extrêmement complexes qui sont aussi, qui renvoient à des contextes, ici en l'occurrence, et en même temps qui renvoient à des architectoniques, on en parle encore, à des formes spécifiques, et qu'on peut ensuite transposer. Il se trouve que pour m'assurer que cette technique était utilisée et recevable dans le cadre d'un marché public, pour ce projet d'Agadir, là, j'ai cherché et j'ai eu la chance de trouver des documents qui étaient pour le Népal notamment, mais aussi pour le Pakistan, et qui, ni plus ni moins, reprennent tous ces procédés parasismiques. Vous avez ce document qui est en ligne, qui est une merveille d'intelligence architecturale, et qui nous donne finalement des codes sur comment on fait ailleurs pour convaincre bien sûr, le bureau de contrôle, le bureau d'études. Et donc, c'est ça que j'appelle la paléo-innovation. Ici, vous avez des images dans l'Himalaya indien, où on voit comment on va mettre entre deux longrines en bois, des architectures en pierre sèche. Et ces architectures, vous voyez, c'est tenu par Tenon et Mortaise régulièrement, eh bien, quand il va y avoir l'effet de cisaillement du tremblement de terre, ça va bouger comme ça, mais ça va rester en place. Ça peut s'ouvrir par moments, mais ça restera en place. Alors, je me dépêche parce que je vois qu'il reste très peu de minutes, mais vous voyez qu'on a monté tout ça et on a fait en sorte qu'on ne pouvait pas, si vous voulez, dans cet accueil du public, les sanitaires, tout ce qui était architecture, voilà, qu'on fait post-catastrophe, on ne pouvait pas ne pas construire
en hommage aux disparus, et on ne pouvait pas faire des dalles en béton, sachant qu'elles avaient écrasé la plupart des gens qui étaient disparus pendant cette catastrophe. Et puis, on a réutilisé le tataouis que vous avez vu dans d'autres projets, même si là, le bureau de contrôle a voulu mettre, n'est-ce pas, du métal, parce que le métal, c'est quand même plus solide que le bois. Donc, voilà. Donc, il y a eu, comme ça, énormément de choses, et les gens ont été absolument subjugués par ce projet, au point que voilà, ils étaient complètement étourdis. Il y a eu un succès populaire, ce qui prouve que la matérialité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement profond, et que les gens, quand on leur montre, je veux dire, le tout un chacun, ils aiment l'intelligence constructive et ils aiment découvrir des choses qui le surprennent, et notamment dans un lieu aussi complexe. Alors les référentiels, voilà. Souvent, on va faire notre projet, puis ensuite on va chercher. On va chercher à ce que ça puisse se faire. Alors, je vous cite un voilà, c'est aussi en ligne, Dolmen, qui sont des travaux d'ingénieurs qui n'ont pas trouvé les logiciels pour calculer des architectures qui pourtant résistent. Et donc, ils travaillent à ça. Je vous renvoie, vous irez chercher, c'est extrêmement intéressant. Il y a c'est un web binaire, donc il y a énormément de choses, c'est extrêmement généreux. Bien sûr, il y a le projet de Terre de Paris. Il y a où là, l'image veut tout dire. Et puis, il y a le projet PNTerre, Plan National Terre en France, où il y a cette question du défi de la terre crue. Et vous le savez, je pense, on ne peut pas construire en terre crue comme on le souhaite. Donc, voilà. Et on arrive au séisme. Donc, avant que la salle se vide, je me dépêche de vous dire voilà, que finalement, ce séisme, il nous rappelle ces questions de modernité. Comment affronter le contexte? Comment, voilà, la peur de ne pas être moderne? Pourquoi il y a eu cet engouement pour le béton, pas seulement au Maroc? Pourquoi ces formes venues de je ne sais où? Pourquoi tout ça? Pourquoi ça a plus de succès que le reste? Et puis, je dois dire qu'il y a ce traumatisme colonial. C'est un impensé, hein, ils ne font pas exprès. Je veux dire, c'est en eux. Beaucoup de décideurs ne savent pas qu'ils ont cet impensé post-colonial. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'illusion de solidité face à des architectures en terre qui, pour eux, ne sont pas solides et ne tiennent pas. Alors qu'elles ont survécu parfois 5, 6 siècles. Alors que le béton, vous savez bien, Chandigarh, la Villa Poissy, enfin, il a fallu les restaurer, ça a coûté très très cher. Et ils les restaurent encore pour Chandigarh en Inde. Donc c'est très compliqué. Et là, vous voyez la Belle au bois dormant, là-haut, je veux dire, c'est solide, hein, c'est beau, puis c'est surtout identitairement tout à fait ce que... Et donc, il faut bien comprendre qu'au Maroc, à un moment donné, on a eu... l'IOT qui est arrivé, qui est arrivé de l'Algérie et qui s'est dit on ne va pas détruire les médinas, on va les laisser, on va faire avant l'heure ce qu'on a appelé ensuite des secteurs sauvegardés. Et donc on va enfermer tout ça dans, voilà, vous n'avez pas le droit d'utiliser d'autres matériaux que ceux de la tradition. Vous n'avez pas le droit de changer les formes. Et voilà, ils ont figé des conservatoires, ils ont fait la même chose dans la montagne. Et pour eux, il y avait ces états. Donc il y avait le Moyen-Âge européen dans les médinas, l'âge de bronze dans les montagnes, et ainsi de suite. Vous voyez, c'était voilà, c'était toute une époque. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a chez certains de nos décideurs cette conception que la ville européenne, la ville de la modernité, et la ville où vous devez le savoir, où on a fait tout un tas de projets urbains d'une très grande richesse. Jean-Louis Cohen est décédé cet été, mais c'est celui qui a réfléchi à ces capitales au banc d'essai qu'étaient ces villes coloniales extrêmement intéressantes, qui étaient plus confortables et plus finalement modernes qu'en Europe à l'époque. Et finalement, on a ces questions-là et on s'oppose au vernaculaire en le taxant de moderne, d'ancien, de détaché, de dépassé, voilà. Et donc, finalement, pourtant, vous avez vu, et vous allez le voir, et pourtant, ce qui a disparu, là, vous voyez, le rez-de-chaussée n'est plus. Heureusement, ce sont des émigrés en Italie ou en France, donc ils n'étaient pas là. Mais vous imaginez, quand vous avez l'étage qui vous tombe dessus, voilà, les cisaillements, c'est extrêmement intéressant d'observer ça.
Voilà, bye bye, hein, vous voyez, c'est l'étage. Voilà, on a comme ça, je peux vous en montrer des images et des images où il n'y a aucune intelligence constructive, soit dit en passant, et où ça a été très mal construit. Et donc moi, j'ai rien contre... J'aime le béton, j'aime quand c'est bien qu'on fait, mais bien sûr, je ne peux pas aimer ça. Et surtout que finalement, je savais intuitivement qu'en cas de drame, ben voilà ce qui allait se produire, vous voyez. Alors le grand problème, c'est quoi? C'est que, comment on répare? Comment on refait? Comment on répare ces territoires? Comment on gère tous ces gravats? Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce qu'on peut réutiliser? Non, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Au-delà du drame humain, et si c'était pas, s'il y avait pas voilà, si c'était pas entaché des presque 3000 morts, on en ricanerait presque, mais on ne peut pas, c'est trop tragique. Donc vous voyez les dégâts, les glissements, voilà. Et puis, quand on mélange aussi les techniques, voilà, on ne maîtrise ni l'une ni l'autre, ben, c'est pareil. L'architecture vernaculaire, quand elle n'est pas faite avec les règles de l'art, elle aussi, voilà, un très beau cisaillement du minaret, alors que c'est carré, hein. Il est harpé par définition. Et alors le grand problème, c'est que les gens, ils ne peuvent pas y retourner, parce que ça va leur tomber dessus. Ça ne tient pas. Donc là, on a l'impression, bon, peut-être que ça a l'air solide, mais non, c'est fichu. Ça a été tellement, voilà, ça a reçu un tel choc. Là, on est à quelques kilomètres de... Et puis, voilà, d'autres architectures vernaculaires qui ont subi des dégâts, mais qui sont là. Une autre, la mosquée de Ikhirban, que j'ai restaurée en 2005. Ikhirban, ça veut dire la détruite. Donc il y a déjà eu des tremblements de terre dans cette région, qui est très très belle, hein, évidemment. Bah oui, elle a des dégâts considérables, mais elle n'est pas par terre alors qu'elle est à 2 km. Et puis, voilà, là, on les a obligés à faire des chaînages. Et puis Tinmel, la fameuse construction, la grande mosquée du XIIe siècle, qui est vraiment le symbole des Almohades, qui est par terre. Je vous ai cherché une image de très mal restaurée. On ne voit pas tout le rivetage qu'il aurait dû avoir en bois, qui sont les reprises d'œuvres, qui sont oubliées parce qu'on ne les connaît pas, parce que c'est à l'intérieur du bâtiment, parce qu'il n'y a pas cette connaissance de la science constructive, parce qu'on ne s'improvise pas non plus dans la restauration de ce type de bâtiment. Et puis, je vous dis, quand même, pour moi, l'espoir pour ces zones sinistrées, ça reste tout de même ces techniques qui sont là. Donc un autre système, un contreventement en bois, bien sûr les portes, bien sûr certains traitements dans tous les impluviums, les encorbellements et le toit avec le hachmamou dont je parlais tout à l'heure, qui récupère les forces et qui maintient l'édifice, très important. Le travail sur les angles, donc vous voyez à nouveau, vous croyez qu'un paysan, il a le temps de faire quelque chose d'aussi savant que ce contreventement qui chaîne cette architecture. Alors vous imaginez qu'à l'intérieur, il y a une reprise d'œuvre, tout ça, il faut que je le documente le plus vite possible. Et puis d'autres techniques, bien sûr, qui résistent plus ou moins, mais qui sont réparables. Elles ne sont pas jetables. Voilà, on aura un peu de bois, un peu de terre, et on va pouvoir refaire en peu de temps, et on n'aura pas tous ces gravats à gérer. Et donc, la question de l'khiyata, vous l'avez vu, couturer, pour moi, c'est une façon de réparer, évidemment, des architectures vivantes, de réparer des territoires, de réparer aussi des âmes, parce que quand vous avez votre maison, vous avez tous vos repères, et finalement, face aux risques climatiques, sismiques, pandémique, alimentaire, peut-être faut-il vraiment venir ancrer cette architecture dans le durable. Voilà, je vous remercie. Dans l'assistance. Personne? Si. Bonjour et merci beaucoup pour cette superbe conférence. J'ai deux questions.
Ma première question, c'est votre posture en tant qu'architecte sur le chantier vis-à-vis des personnes avec qui, par exemple dans le cas d'une restauration de grenier, comment vous êtes accueillis, quelle posture vous prenez quant au savoir constructif, comment se passe quand il y a des désaccords. Voilà. Ma deuxième question, c'est que penser d'un certain type d'innovation. Je pense par exemple au pisé préfabriqué qui pourrait ou non fonctionner. Enfin, j'aimerais avoir votre avis là-dessus dans le contexte de notamment la reconstruction post-séisme. Bonjour, je me présente. Comme vous voulez, Luc. Vous voulez que ça se fasse Il vaut mieux que vous répondiez d'abord. comme vous voulez. Ça m'est égal. Alors, la posture. J'ai pas de posture. Souvent, c'est les gens qui m'appellent. La plupart du temps, c'est ça. C'est souvent des gens que j'ai connus, soit quand je faisais mes terrains, qui m'appellent, qui me disent « Écoute, c'est tombé, il faut que tu nous aides ». Donc c'est moi aussi qui va donner les payes. Donc c'est quand même un pouvoir fort. C'est souvent mon argent. Voilà. C'est parfois des fondations, mais de toute façon, je ne suis jamais payée. Donc c'est quand même mon argent. Donc c'est aussi ce choix. Et puis, c'est un échange. Je fais pour eux, pas pour moi. Donc, je veux dire, les gens, ils sont voilà, ici, on discute toujours. Il y a toujours des conflits, des désaccords. C'est très bien qu'il y ait des conflits. Ça veut dire que les gens tiennent aux choses. Donc, évidemment, ça ne se passe pas... petits oiseaux, ça, bien sûr. Mais quand on commence à voir le fruit de l'effort, qui est collectif, qui leur revient à eux, les gens commencent à les féliciter. Donc, on leur dit bravo, les gens s'arrêtent sur la route, ils observent l'objet. Donc, il y a tout de suite, chez les gens, une très belle satisfaction. Après, il y a plein de conflits. À Drs-Narfalen, ils ont construit là, des latrines pour la mosquée devant la façade. Donc, c'est tout un projet qu'il va falloir qu'on fasse avec le gouverneur. En fait, c'est un groupe contre un autre groupe. Donc, voilà, c'est évidemment... Là, si je n'étais pas anthropologue, peut-être que je m'arracherais les cheveux, mais je comprends. Je comprends, et c'est très important, que les gens s'expriment. Et justement, j'ai eu au début de mon travail des tensions avec un personnage sur un grenier collectif qui était le vendeur de ciment, qui était aussi l'épicier, qui vendait les briques, donc évidemment. Après, on construit. Je ne l'ai pas dit parce que voilà, il faudrait encore plus de temps. Mais la question, justement, et c'est important que vous me le fassiez redire, la question de l'adhésion, créer cette chaîne d'adhésion. On n'est pas tout seul. Je pense qu'un bon architecte, c'est quelqu'un qui partage. Donc vous partagez avec les gars, et puis après vous partagez avec eux. Et les premiers, voilà, il faut les convaincre. Donc on est dans ça, et à la fin, de toute façon, c'est pas mon œuvre. C'est une œuvre collective. Donc ça aussi, je pense que c'est très très important. Je n'ai pas présenté ce qui avait été plébiscité dans la shortlist de l'Agacan. C'est vraiment s'effacer au profit du projet. C'est d'ailleurs ce qui m'a été reproché après. C'est-à-dire, voilà, on ne voyait pas assez le projet. Et justement, il ne fallait pas qu'on le voie pour ce cas de figure. La question du pisé préfabriqué, je comprends très bien en Suisse, avec le coût de la main-d'œuvre qu'on préfabrique, évidemment. Au Maroc, on a un tel chômage. Pourquoi on va préfabriquer? D'où on va avoir des grues pas possibles qui vont devoir être paramétrées par rapport à... Et puis, il ne pleut pas autant qu'en Suisse. Donc, pourquoi? Donc, je pense que chaque... et c'est pas... pour moi, c'est une innovation parmi d'autres. Ce qui est plus intéressant, c'est d'aller chercher, je ne sais pas, l'aloès vera pour remettre dans la terre, des choses comme ça. Ça, c'est de la vraie innovation. Le reste, c'est du gadget. Mais c'est vrai, en ce moment, c'est tellement à la mode, plébiscité par des gens qui sont des céramistes d'ailleurs, ils ne sont pas architectes.
Et puis on a Boltanzer, on n'en parle pas assez. C'est lui auquel moi je fais référence de plus en plus. D'autant qu'il a des textes passionnants, enfin je pourrais échanger. Donc en fait en Suisse, il y a énormément de gens qui réfléchissent, alors même qu'on s'imagine que ça vient d'Autriche ou d'Allemagne. Non, non, c'est en Suisse. Et dans les Grisons, on a notamment une fédération où il y a beaucoup de femmes autour de la terre crue qui font des choses exemplaires. Et je crois que ce bruissement est plus intéressant. Si vous faites un projet avec un groupe de gens, ben non, vous allez être un groupe. Si vous faites évidemment un énorme bâtiment, là on fera du préfabriqué parce qu'il faudra gérer sur les 3 mois d'un chantier complexe, etc. Donc chaque chose pour le Maroc, franchement, c'est pas la peine. C'est juste un espèce de truc pour dire qu'on n'est pas archaïque. Tu vois, moi, je suis quand même... voilà, c'est encore de la distinction sociale. Et je pense que la valeur du maçon, ça j'en ai discuté avec une amie qui a une maison en terre, la valeur du maçon, remettre le maçon au cœur du métier, ça me paraît tellement fondamental. Et ça aussi, c'est des enjeux considérables dans tous les pays du monde. Voilà. Merci à vous. Bonjour, je me présente tout d'abord. Rahman Nefta, je suis maintenant paysagiste dans une agence de paysage et d'urbanisme à Paris. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer pas mal de fois, 2 fois au Maroc, une fois à Armet dans un événement et une deuxième fois à Agadir dans une présentation. Et aujourd'hui, j'ai pris carrément une journée de congé pour assister à votre conférence. Parce que vraiment, je suis heureux d'avoir une personne comme vous qui est encore présente au Maroc. Et surtout, avec tout ce qu'on a eu avec le séisme, vraiment, de mon point de vue, c'est vrai, c'était un peu triste, mais j'étais rassuré qu'il y a une personne comme vous qui peut déjà réussir à rétablir, voilà, à rétablir et proposer des bonnes choses. Après, c'est tout un militantisme. C'est pas si facile à convaincre les gens à reprendre ces techniques un peu ancestrales. Donc, j'ai préparé quelques questions, même si je pense que c'est un peu nombreux. La première question, vu qu'on est dans une école d'architecture, comment une personne sort d'une école d'architecture et elle s'oriente directement à penser à rentrer dans son pays et s'intéresser au grenier et à faire de la comment ça s'appelle carrément, la correction des anciens bâtiments et tout, j'ai perdu le mot. Ma deuxième question, pardon ? Réhabilitation, parfait. Ma deuxième question, est-ce que vous étiez jamais invité dans d'autres pays qui font un peu des constructions pareilles, ou sinon, est-ce que vous faites aussi du privé, des projets privés ? La troisième question, c'est que durant ce qui s'est passé du séisme, on a eu beaucoup de débats entre des archis et aussi surtout sur les sauveteurs, les gens qui ont sauvé les gens à l'intérieur, surtout les pompiers. Il y avait ce grand débat entre la construction en béton, construction en terre crue. C'est que lorsqu'on construit en béton avec des chaînages, lorsque ça tombe, ça laisse quand même de l'espace pour les gens à sortir, à quitter sous les décombres si la personne c'est une grosse dalle de béton, je pense. Voilà. Par contre, pour la terre, c'est comme des tas qui descendent, rdem, comme on dit en arabe. Voilà, et en même temps, qu'est-ce que vous pensez de cette mosquée de Tinmel ? Que le chantier, vraiment, il était en février, il a fini, et c'était vraiment dans la préparation de l'inauguration, et il y a ce séisme qui arrive et qui rase tout. Est-ce qu'à votre avis, si la construction ou la réhabilitation elle était faite correctement, est-ce que cette mosquée aurait dû résister ? Voilà, il y a une quatrième question, mais je peux le laisser après. Voilà. Bien. Alors, mon parcours, je pense que c'est justement c'est l'histoire de tous les parcours. Le vôtre, chacun d'entre vous, c'est d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Et je vous dis, j'ai fait ma thèse, j'attendais mon autorisation d'exercice, ça a mis un temps fou à arriver. C'est très long, l'autorisation. J'étais fascinée par ça. Et j'avais cette dette. On ne peut pas abandonner les gens. Pour moi, c'était normal. Je ne me suis même pas posé de questions. Je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. D'ailleurs, il y a eu, à ce moment-là, je n'étais pas autorisée à exercer. Donc, je suis passée par une association et c'est un très gentil garçon, Houssine Aguinou,
avec son association, qui est un garçon extrêmement méritant, voilà, qui a pris sur lui. Donc je pense que mon parcours, vous lisez Architecture du bien commun et vous verrez, voilà, il n'y a pas de hasard. Je pense que, voilà, c'est bien dit, je pense. Je pense que c'est mes parents. Vous savez, ma mère est française, elle adore ces territoires où on a grandi. Et mon père est topographe, il nous a pris avec lui partout quand j'étais petite. Donc c'est des régions qu'on connaît par cœur, on s'est amusé, il n'y avait pas d'hôtel, on dormait chez les gens. Donc ça, c'est ce que j'appelle le capital, voilà, le capital social et culturel. Je sais aller chez les gens, je sais aussi, voilà, je sais analyser. C'est toute une rira, on va dire. C'est tout un. Et je pense que de toute façon, c'est aussi faire confiance à soi, à ses intuitions, savoir qu'on est dans le juste. La preuve, c'est pas juste le séisme. Il y a tout le champ de la décarbonation. Il faudrait qu'on y arrive quand même. Hein. Il faudrait qu'on arrête de construire en ciment partout, parce que les gens construisent qu'en ciment. Donc ça me permet de vous dire que ce débat, qui était au moment de l'Husima, il n'a pas eu plus d'une semaine. Tout de suite, les gens, ils ont compris qu'on leur mentait. Vous avez vu ce que j'ai montré comme image. Ça suffit, les grands mensonges. Donc en fait, très vite, il y a eu, dans tel quel, hein, cet article où Fanny Azam m'a questionné, où je lui ai dit, donc c'est en ligne, hein, et en fait, pourquoi ? Parce que les gens, ils en ont ras-le-bol qu'on leur dise n'importe quoi. Et comment cette architecture, donc il y a eu 2 ou 3 enragés qui ont dit des choses comme ça. On peut imaginer que dans certaines situations, en effet, le pisé peut vous écraser. Vous avez vu les pisés que j'ai montrés ? Ils ont toujours des longues grines de bois. Et en fait, mon mari qui est géographe, il a fait une carte en prenant toutes les datas du Haut Commissariat au plan. Et il a trouvé qu'en fait, toutes les maisons qui avaient été construites dans les 20 dernières années, elles étaient par terre. Qu'elles soient en ciment ou en béton de terre d'ailleurs, ou en pierre, parce qu'en fait, c'est des matériaux mixtes. On dit toujours la terre, mais c'est toujours la terre et la pierre, et le bois. Et donc moi, je pense que plutôt que d'être dans des espèces de polémiques stériles, il faut être dans une intelligence, un procédé, un dispositif, une façon de construire, que ce soit dans tel matériau ou dans tel autre. Ce qui compte, ça rejoint aussi la réponse à madame, ce qui compte, c'est plutôt qu'est-ce qu'on met comme matière grise. Donc le béton, il est rigide. Donc c'est vrai qu'en étant superdosé, machin, avec une section spécifique, alors il ne faut pas non plus, il y a tout un tas de procédures, c'est très complexe. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas pu mettre derrière toutes ces architectures en béton armé que vous avez vu, un bureau de contrôle et un bureau d'études, et on ne pourra jamais le faire, parce que c'est trop coûteux. Donc il n'y a pas photo. Ce que je dis, c'est juste du bon sens. Utilisons ce qu'on a sous la main, qui date de je ne sais pas combien de siècles, et qui peut être amélioré de toute façon, si on veut améliorer, mais ne tournons pas le dos à ce passé qui est édifiant. Vous avez vu, c'est tellement intéressant. Donc il faut arrêter, et il ne faut surtout pas que des jeunes gens aillent dans ces polémiques et que toujours on se dise « Attends, il y a quelque chose qui cloche ». D'ailleurs, très vite, l'interview dans TV5, c'était pareil. Qu'est-ce qu'il raconte, le type ? Il dit n'importe quoi. Il répète comme un perroquet, mais non. Et d'ailleurs, les gens, ils m'ont fait sur Instagram, ils m'ont dit « Ah, des techniques vernaculaires, ça existe, parasismiques ?» Voilà, les gens, ils découvraient. Et quand Sa Majesté a fait ce message, pourquoi il a fait ce message ? Mais parce qu'il avait tous les datas. Donc il a bien dit, construire pour la dignité des gens, construire dans les matériaux locaux, construire aussi, le troisième point, vous me le rappelez, j'en oublie un, dignité, matériaux locaux et identité. Voilà, ça veut tout dire. Donc c'est aussi une conscience des choses. Et ce cadre-là, heureusement qu'il est là. Alhamdoulilah. Et il est une occasion pour nous de développer ce contre quoi on a toujours tourné son dos. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience chez certains confrères, la preuve, c'est l'occasion il faut, on doit, et voilà, c'est un geste, non ? Qui vient de très haut, qui nous dit, et ouais,
Qu'est-ce que vous attendez? Donc je pense, si vous voulez, que cette question, elle est extrêmement importante parce que ça signifie énormément de choses. Et ça signifie qu'on doit vraiment affronter tout ça. Alors j'ai perdu, je voulais vous dire une autre chose importante. Alors, inviter ailleurs, non, malheureusement, mais je ne suis qu'une femme. Vous savez, les femmes, c'est zbel. Débat, archi-softer, c'est ok, construction béton, hein. Tinmel. Tinmel, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Je pense, en ayant vu le PVC, le bois, je pense qu'il y a eu des petites erreurs, mais je pense que l'intensité était telle. Je pense qu'en fait, Tinmel, elle était déjà par terre. Parce que c'est pas normal qu'en 1920 et quelques, quand il la découvre complètement déjà par terre. Une mosquée de cette envergure. Donc il y a sans doute eu. Donc actuellement, l'Institut de sismicité, ils sont en train d'étudier ils sont en train de voir, parce que les tremblements de terre, ils sont enregistrés, si vous voulez. Donc on va les retrouver. Et Ikhurben, que vous avez vu, Ikhurben, j'invente pas son nom, c'est le seul bâtiment dans le village qui est par terre, quelque part, mais enfin pas tout à fait, mais tout le reste est par terre. Donc je pense que c'est vraiment la question des règles de l'art, la question de... Voilà, c'est toutes ces questions-là. Voilà, et je vous remercie. Rapide, s'il vous plaît, il va falloir dégager. Alors, une question alors, vous avez dit que face aux risques climatiques, entre autres, il fallait revenir... C'est ça que je voulais dire, c'est bien. Je vous écoute. Il fallait revenir à l'architecture vernaculaire. Est-ce que vous pensez que tous ces techniques-là et ces dispositifs, par exemple là, les matériaux, les patios, les petites ouvertures, et, les recouvertes, etc., peuvent être transportés ailleurs, par exemple en France ou dans d'autres pays, qui en 2030 ou en 2050 connaîtront les mêmes conditions climatiques extrêmes avec des hautes températures? C'est une très bonne question, et c'est ce que je voulais vous dire aussi, le risque climatique. Le risque sismique au Maroc, on n'est pas en Himalaya. En Himalaya, c'est tous les ans. Le risque sismique, c'est tous les 20 ans, 30 ans. Bon, mais le risque climatique, c'est tout le temps. Et pourquoi les gens ne construiront pas en béton dans le Haut-Atlas? Parce qu'ils ont des animaux. Vous n'achetez pas une vache à 1 500 € pour la mettre dans un truc en béton, où à la première nuit de gel, elle est morte. Donc cette question aussi, pragmatique. Alors évidemment, si vous questionnez les gens, ils peuvent vous dire « Non, non, mais nous, on n'est pas des Arabia, on n'est pas des paysans, on va utiliser du matériau nouveau, blablabla. » Mais quand vous allez sur le terrain, vous voyez bien que pour leurs animaux, ils choisiront jamais ça. Donc oui, alors, figurez-vous que je suis énormément invitée en France, pas pour construire malheureusement, mais on y vient puisque j'ai ma mère qui est du sud-ouest, donc ça va se faire par la force des choses. On m'a beaucoup invitée sur cette question de la transition énergétique, sur Bâti-Frais, qui est quelque chose qui se fait en Provence, avec de très très bons, voilà, des très grands, d'excellents symposiums autour de ces questions-là, avec une très grande conscience, parce que ça pointait ces questions. Et je n'invente rien, il y a eu énormément de travail. Et je vais vous dire, grâce à James Steele, qui m'a envoyé les photographies de ce qu'il a vu dans le Golfe, je me suis dit, Hassan Fathi, en 1976, quand il construit en Arabie Saoudite, avec de l'argent, pour des privés, là j'ai pas répondu à tout, pour des privés, il ne met pas de climatiseur. Et ça a été pour moi très important. Je me suis dit, voilà, et moi, je n'ai pas de climatiseur chez moi. Donc évidemment qu'on doit transposer, et évidemment que c'est transposable. Je pense que la fascination pour l'architecture de terre au Maroc, c'est ça, chez les gens qui sont fascinés, les gens qui viennent étudier. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on vous dit, on vient étudier, n'est-ce pas, on vient aux sources, et on a comme ça en Afrique un open source justement de possibilités. Jusqu'à quand? C'est une vraie question.
Donc oui, c'est transposable, et je vous enjoins aussi à regarder tout ce qui se fait en France. Parce que j'étais à Genève, mais après j'étais dans le sud-ouest, et en fait j'étais effrayée par les parpenages qu'on fait alors qu'on pourrait utiliser, c'est des taubes. Et vous savez, tapias, on dit chez les Espagnols, c'est taube, c'est tabout, c'est le. Et donc, en fait, on sait bien que le pisé, il va passer la Méditerranée, il va arriver dans la péninsule ibérique. Il va y avoir des choses extraordinaires parce qu'ils ont du bois, beaucoup plus que... Et puis après, ça va monter vers le... Bon, on sait tout ça. Après, c'est aussi un universel. Mais je sais qu'on a trouvé sur les rives du Danube des façons de construire qui venaient d'Afrique du Nord ou de la péninsule ibérique, pour vous dire. Donc ça, c'est de l'archéologie dont je vous parle. Donc évidemment. Et le transfert des pratiques, c'est quelque chose qui va avec le monde. Mais avec une adaptabilité, avec une adaptation à chaque contexte. Et vous voyez, dans le Tarn, en Isère, en Aveyron, dans le Gers, en Normandie, voilà, vous avez en France, et j'en passe, des traditions mais passionnantes, où c'est pas juste la terre, où il va y avoir dans les pays de neige, le bois, voilà. Donc je crois que la matrice, elle est peut-être plus évidente ailleurs, mais elle est là potentiellement, elle s'offre à nous dans n'importe quel territoire. Et c'est ce qui fait la richesse d'un territoire. Et évidemment, après, on va utiliser des choses, on va réaméliorer, on peut réintégrer, mais cette question de l'architectonique, elle est fondamentale. Construire en bauge, c'est pas construire en pisé, ça va donner des... Et évidemment, faites-le et à l'infini. Madame. Donc, c'est Luste Boulbina. Bon, ça m'a beaucoup intéressé, cette conférence. J'ai beaucoup apprécié l'idée de couture, surtout avec la coupure, modernité, tradition, etc. C'est-à-dire la colonialité, en fait, comme coupure. Et ma question, justement, elle concernait, mais sur un autre plan, je dirais, la question de la couture. C'est est-ce qu'il y a un réseau, disons, au Maroc, d'architectes qui sont intéressés par ce type de questions, ce type de problématiques, surtout ces idées en fait. Parce qu'en Algérie, je ne sais pas si vous la connaissez, Yasmine Terki, voilà, qui partage, je dirais, presque la même passion. J'entends passion au sens très positif en fait du terme. Et donc parce que je me posais la question d'un maillage, parce qu'il y a tellement évidemment une emprise en fait des entreprises, Simon Lafarge et autres Zavani, qu'il est difficile évidemment de concevoir ce type d'architecture à l'heure actuelle autrement que de façon résiduelle. Et donc voilà, c'était ça ma question, parce que si ça reste résiduel, c'est très bien évidemment, mais à l'échelle d'un pays avec ce climat, et puis je pense notamment à l'Afrique du Nord, sans même parler de Mauritanie, Niger, Sénégal, etc. Voilà, c'était ma question en fait. Alors moi, je vais vous dire, le maillage, il se fait autour de la Méditerranée. Et donc, il se fait entre Suisse, Tunisien, Algérien, quand on a des figures, elle n'est pas la seule. Portugais, beaucoup, espagnol un peu, de Tchéquie, Géorgie. Donc en fait, ça se fait naturellement et ça se fait de toute façon. Il y a des questions économiques, j'en parle dans mon livre, hein, les questions de corruption et de haute corruption, et des questions aussi de cheminement qu'on retrouve dans n'importe quel pays du monde. C'est-à-dire que c'est plus facile de construire en béton parce que tout est là, et donc ça va vite, et on n'en parle plus, et c'est réglé. Et puis, nous, quand même, au Maroc, on a le nord du pays, et on a ça va jusqu'aux Mauritanie, en effet. Donc, il y a tellement de climats différents. Donc, c'est quand même une richesse
voilà. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup concentré mon travail dans les oasis parce qu'elles étaient, comment dire, accessibles mais on n'est plus dans les marges. Et je sais sur la route d'El Jadida à Casa, il y a un grand bâtiment qui a été construit en pisé, ou en BTC, je ne sais plus, par un grand groupe du Maroc, qui est la CGI. Et donc, ça commence à poindre. Et je suis sûre qu'avec le séisme, les gens vont commencer. Et je pense que les grands groupes, dont vous en avez cité quelques noms, ils sont en train de se préoccuper de toute façon de tout ce qui est d'ordre écologie, cycle vertueux. Et je pense qu'on est encore en train de stabiliser en ciment, malheureusement, mais de moins en moins. Donc je crois que les jeunes générations qui sont là prouvent qu'on a changé de paradigme. Et donc je pense que ça ne se fera pas sur l'Afrique du Nord, mais ça se fera par des alternatives un peu partout dans le monde, parce qu'elles peuvent seules se prendre en main. Et j'ai été très agréablement surprise en Suisse de rencontrer des gens qui sont en train de se constituer en coopérative avec ingénieurs, architectes et maîtrises d'ouvrage. Alors qu'ici, en coopérative, on a plutôt des architectes. Voilà, c'est d'ailleurs récent. Donc je pense qu'il y a des formes qui pointent. Et la question des marges, pour moi, ne me dérange pas. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent dans les marges, parce que la marge, c'est la liberté. Et les marges, c'est la créativité. Et de toute façon, on n'est plus dans le logement, parce que la pyramide des âges, elle est comme ça. Hein. Donc on n'est plus là-dedans. On n'a pas besoin non plus d'avoir des tas d'immeubles. On est plus dans des choses où la croissance exponentielle qu'on a rencontrée auparavant, c'est fini. Donc on va être plus, là ils vont commencer à démolir de l'architecture au Maroc, voilà. Il faut qu'on s'arrête sans doute. Il y a un cours, alors écoutez, on prend 2 questions, s'il vous plaît, rapide, c'est vous d'abord. Donc je pense que c'est en train de poindre, franchement. Est-ce qu'il y a un cours dans l'amphi? Donc il faut être concis. La première question, c'est quelle est la situation aujourd'hui, 2 mois après le séisme? Est-ce qu'il y a déjà des plans de reconstruction? Et la deuxième, c'est, il me semble en fait que le problème du changement de matériaux et des troubles d'identité qu'on a au Maroc, ils sont survenus lorsqu'on a déconnecté les villes de leur territoire. Et donc ça coïncide avec où c'est la cause du colonialisme. Comment on peut aujourd'hui réconcilier les villes avec leur territoire? Est-ce que c'est juste une question de matériaux? Parce qu'il me semble que ça ne l'est pas. Donc je voulais votre avis là-dessus. Voilà, merci. Bon, il faut une autre conférence, Luc. Hein. J'aime bien l'histoire du trouble d'identité. Oui, bien sûr, évidemment, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens et c'est vraiment une histoire qu'on retrouve ailleurs, en Europe aussi. Nourrir la ville, toutes ces problématiques, rééquilibrer finalement. Et à partir du moment où on construit la ville et en même temps le territoire qui la nourrit, il y a une cohérence globale, pas qu'au Maroc, enfin dans tout le monde entier. Donc je pense qu'on est en train d'arriver à ça, bien sûr, on est loin encore, on est loin de tous ces vœux pieux, mais on y arrivera parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il y a moins cette urgence de loger des gens. Donc ça, c'est un point fort. Voilà. Après, les plans de reconstruction, il y a ici et là différentes dynamiques qui se mettent en œuvre, en effet. Timidement, je dois dire, c'est trop tôt pour en parler, franchement. Et puis, je ne suis pas au courant de tout, de toute façon. Et je pense que c'est bien qu'il y ait un temps de réflexion. J'espère qu'il va y avoir rapidement des recoutures, des coutures de ce type dans les territoires. Je pense que ça, on va s'y employer. Mais tout ceci aussi nécessite aussi des temps de réflexion. Donc il y a plein de choses, je crois, qui ont été faites. J'espère qu'elles vont être réfléchies, qu'elles vont être discutées et que ça ne va pas être une machine qui est lancée pour faire des choses qui sont has-been, qui ne sont plus du tout... ouais. Et il faut aller vite pour respecter un agenda qui est très serré. J'espère que urgence ne voudra pas redire précipitation. Voilà, je ne peux pas vous répondre. Voilà, mais on regarde. Je pense que vous faites cette veille.
Une dernière question rapide, s'il vous plaît. Un tout petit mot. Merci pour cette conférence. C'était vraiment masterclass. Enfin, moi, je serais étudiant, franchement, c'est la classe. Moi, je suis photographe, Malik Nejmi. On travaille ensemble avec Selwa. Je vais aller au Maroc. Moi, je suis franco-marocain. Je travaille sur un village qui s'appelle Nouassar, qui est près de Chichaoua, où je suis un petit peu inquiet parce que moi, je ne parle pas l'arabe. Et donc, je discute avec Mina, qui est une femme qui vit dans la maison de mon grand-père. Et c'est des maisons qui ne sont pas vraiment tombées, qui ont été fissurées. Oui, Chichaoua, c'est des merveilles là-bas. Et oui, et puis vraiment, ce que j'aime beaucoup dans votre travail, je pense qu'on ne l'a pas assez dit, mais c'est le rapport à l'humain. C'est la façon dont derrière cette architectonique, c'est les gens. Et c'est des gens, vraiment, je vous incite à aller dans cette partie du Maroc parce que c'est vraiment un endroit vraiment fabuleux. Des gens, et notamment des femmes. Il y a beaucoup de femmes seules parce que les maris sont partis. Ils ont fait la migration, ils ne sont pas revenus. Donc on va se retrouver avec des femmes qui vont devoir réparer leur maison par elles-mêmes. Et ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'il va y avoir, entre guillemets, je sais pas, des cours de couture comme ça, de réparation, d'élèves d'architecture qui iraient faire des workshops pour apprendre aux gens à réparer ces maisons, parce qu'en fait, des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Et je pense qu'en fait, on est dans un trauma aussi psychologique où elles vont se dire, mais moi, je ne vais pas retourner dans cette maison parce qu'en fait, c'est fragile. Et je vais préférer en fait prendre l'argent de l'État pour construire en dur, alors que finalement on pourrait réparer, mais j'ai perdu cette confiance-là. Et moi je vais un petit peu enquêter là-dessus, je fais un travail photo depuis 3 ans sur ces villages-là, et vraiment il faut aller regarder ces gens, voir comment ils sont, encore un rapport sacré avec ce qu'on appelle les structures coloniales, c'est-à-dire que les séguias, le rapport au système d'eau, l'eau c'est la vie, l'eau c'est ce qui a sauvé ces femmes, l'eau, l'huile d'olive et le troc. C'est absolument fabuleux à voir. Et je vous remercie pour tout le travail que vous faites, que je regarde de loin depuis quelques temps. Et je suis très content de vous avoir écouté aujourd'hui. Merci. C'est des questions énormes. Je pense que beaucoup de cette chimère de croire qu'on va pouvoir, avec 14 000 € reconstruire une maison, va faire de vrais dégâts, notamment pendant cet hiver. Et je pense que c'est pour ça que c'est des questions ouvertes à ce stade. Et puis quand elles ont aussi tout à coup un podium pour exprimer des choses qu'elles ont tenues en elles autant d'années, c'est aussi tout ce temps d'écoute qui est nécessaire pour dépasser. Donc je pense que c'est pour ça que c'était intéressant de parler d'Agadir avec ces plaies qui ne sont jamais refermées. Je pense que ce qui sera extrêmement intéressant dans tout ce que vous allez faire à Chichaoua, pardon, j'ai un truc là qui me dit quelle heure il est. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce que vous allez faire sur Chichaoua, c'est que malheureusement, et là vous pourrez prendre aussi, je pense, contact avec l'ordre des architectes, puisqu'il y a une des figures de femmes de l'ordre des architectes qui a beaucoup essayé de sensibiliser l'actuel gouverneur, qui est persuadé que tout ça c'est bon à démolir. Donc on est aussi sur des gens à qui il faut ouvrir les yeux. Donc si vous retournez, peut-être faites des photographies de cette architecture et redonnez-leur, si ce n'est la confiance, ça c'est très complexe, du moins le respect de cette architecture-là. Donc ça peut être juste des trucs tirés comme ça, là, avec les moyens du bord, pour que tout à coup les gens se voient et retirent une espèce de fierté de ce qu'ils ont. Et de se dire, mais on ne va pas aller croupir dans un taudis avec trois trucs qui peut-être, parce que vous savez, tous les gens qui ont vendu à Bouskoura, autour de Casa, là, ils ont reçu des fortunes. En quelques mois, tout était dilapidé. Et donc, si vous voulez, c'est aussi ça, vous parlez d'économie, de survivance, de survie. Donc, automatiquement, des gens qui sont habitués... voilà. Donc, il y a aussi ce qu'on dit à un étranger, même s'il n'est pas tout à fait étranger, ce qu'on dit dans certaines conditions, devant l'autorité, ce qu'on dit à son fils, parce que le mari est parti, mais parfois on a des fils, des filles. Voilà. Et tout ça, c'est des questions, mais monumentales. Et je crois que si on se pose toutes ces questions, et j'espère qu'il y aura justement plusieurs écritures et plusieurs types de réponses territoriales, justement, et plusieurs écritures, qu'il n'y aura pas une personne qui fera, mais c'est ça que j'espère qui sera nourri, j'espère,
de ce même regard. Donc n'hésitez pas, quand vous retournerez, à vous rapprocher de l'ordre. Je sais qu'il y a eu un courrier de l'ordre disant « on a voulu dire que cet habitat était en très mauvais état ». En fait, il n'est pas en si mauvais état que ça. Et on a des gens qui ont aussi voulu aider les gens à avoir la subvention étatique et qui donc se sont empressés de dire à démolir. Et maintenant, on est devant ce fait. Donc il faut aussi qu'on puisse revenir sur de mauvais diagnostics parce qu'ils n'avaient pas les outils pour analyser. Et donc il y a énormément de choses qui ont été faites très très vite pour remplir la statistique, mais qui ne répondent pas à ce que la statistique, c'est juste des chiffres, hein, et on a l'humain en face. Donc en effet, c'est gros comme ça, et je pense que c'est pour ça que l'architecture, c'est aussi ça. Si on rate son projet, c'est l'usager, mais c'est aussi celui qui va être dans l'espace, mais c'est aussi celui qui va subir le lieu au quotidien. Donc l'architecture, c'est pas n'importe quel métier, et la responsabilité, voilà, elle est là. Et avec ce tremblement de terre, on est, avec tout ce que vous avez exprimé, on est au cœur. Donc voyez comment le faire le plus intelligemment possible, que ce ne soit pas comme ça a été fait par libération, de traitement, c'est-à-dire « Ah, la misère du monde, regardez-moi ces pauvres gens abandonnés » ou ce genre d'approche qui est très mauvaise, parce que justement, on doit co-construire. Et pour co-construire, on n'est pas là en train de chercher des responsables qui soient de l'ordre du passé ou qui soient... mais on doit faire avec les gens, avec les moyens du bord. C'est pour ça que je suis très réaliste dans l'approche aussi matériaux. Et les matériaux locaux, ils sont aussi peu chers, contrairement aussi à une croyance. Donc voilà. Et là, on va se heurter à toutes sortes d'inflations sur toutes sortes de dossiers que vous pouvez imaginer. Donc il ne faut pas, si vous y allez, porter le flanc à des discours qui seraient tendancieux, parce qu'à la fin, ce seront les communautés qui en souffriront, notamment si c'est les plus vulnérables, comme celles que vous décrivez. Donc on est vraiment... Je pense que même celui qui fait que passer, il a un rôle tout le temps. Et moi, on me dit souvent, on veut vous accompagner, mais il y a des fois où je veux personne. Parce que voilà, on n'expose pas Fahour, le grenier de Fahour, ce qui a été restauré de manière excellente. Les gens n'allaient plus présenter ce grenier. Pourquoi? Parce que les gens calculaient qu'ils avaient une misère de gains. Ah, vous avez que 6 sacs d'orge à la fin. Et donc, eux, ils arrivaient de la Beauce ou d'ailleurs, ils calculaient, et donc il y avait un espèce de mépris, mais pas un mépris inconscient, c'était des gens gentils. Mais le type en face, il s'est dit, je suis rien, je suis rien moi, finalement. Donc on a déjà ce poids de cette Europe idéalisée, et puis on a le poids de ces matériaux soi-disant modernes, solides, hein, et face à ça, on doit aussi nuancer. Moi, on m'a dit, on est passé chez des gens, ils m'ont dit on va faire du ciment, je ne les ai pas contredits. J'ai dit à cet ami, tu dois les contredire. Tu dois leur dire qu'ils ont tort. Il faut introduire un peu un doute aussi. Parce que cette dame, quand elle va prendre un nouvel logement, il n'y aura plus ce qu'ont dit toutes les femmes des Médinas qui ont vendu leur... Il n'aura plus tout le réseau dont vous parlez, de solidarité entre elles. Elles vont perdre, voilà, le territoire, hein, elles vont perdre ça, donc elles vont perdre aussi des capacités. Donc on va quoi? Avoir une paupérisation, une clochardisation, et je pense au texte de Germaine Tillon, quand elle revient dans les années 50 en Algérie, où elle écrit des choses vraiment sur le bidonville et la fausse modernisation accélérée. Donc ça, il faut qu'on évite. À l'Académie du Royaume, on va faire une nouvelle session le 9 décembre sur Tinmel. On a vraiment essayé d'inviter toutes sortes d'experts du Népal, des Apennins, de partout, de Turquie, etc., qui sont venus dire qu'est-ce que c'est le post-séisme quand ça rate, pour que justement ça serve. Donc ça sera publié, je pense que ce sera même en ligne. Et c'est très, très, ce que vous dites, ces témoignages passionnants, j'imagine qu'il y aura peut-être une expo même ici à l'école. C'est, voilà, et simplexité, hein. Ne pas... voilà, l'image, c'est ça. C'est tout ce qu'on va et tout ce qu'il faut décrypter à l'intérieur. Et je pense qu'il faut aussi ne pas juste prendre, mais essayer de donner des clés aux gens en leur disant « Non, non, mais ta condition, elle n'est pas du tout méprisable, contrairement à ce que tu crois de toi-même. » Et ça, c'est aussi tout un travail.
Bien, je me vois obligé de conclure la séance. J'en suis désolé, j'aurais eu pour ma part beaucoup de questions, mais je suis très content d'avoir une conférence qui se continue par une longue discussion. Ça devrait pouvoir arriver souvent, et en tout cas, c'était une belle occasion. On remercie beaucoup Salim Anaji. Merci à vous.